Bonjour, donc je suis Nathalie Lunezet, donc juriste à France Victimes sur Lorient. Et aujourd'hui, nous allons donc vous présenter les mesures techniques de protection en matière de violence conjugale. Donc nous allons vous présenter les téléphones grave danger, le système téléphone grave danger et le fameux système barre bracelet anti-rapprochement. Qui sera donc présenté par Vannes. Le parquet de Vannes. Le parquet de Vannes, ma collègue de Vannes également, juriste à France Victimes. Et en ce qui concerne le TGD, ça sera le parquet de Lorient. Et on va aussi vous présenter le dispositif de l'EVVI, Evaluation of Victim, avec l'accent EVVI. On va commencer par ça d'ailleurs. Oui. Et ensuite, on abordera donc en effet le TGD et le bracelet anti-rapprochement. Donc, rapidement, les intervenants, donc, comme ma collègue vous l'a dit, nous avons le tribunal judiciaire de Lorient, avec Madame Gasselin, qui est chargée de mission auprès des deux présidents de juridiction, Madame Canvaroué, Anaëlle, chargée de mission vif près le parquet de Lorient, si je ne dis pas de bêtises. Tribunal judiciaire de Vannes, nous avons Madame Giraudot, Perrine, substitut au parquet de Vannes, référente violence intrafamiliale. J'ai tout bon, super. Marie Caloc, chargée de mission vif, donc l'homologue de Anaëlle, mais sur Vannes, auprès du parquet de Vannes. Et France Victime 56, donc Nathalie et moi-même. Karine Duneuf-Jardin, juriste donc sur le ressort, référente barre TGD à Vannes. Et le SPIP 56, on a Madame Batman, qui est agent PSE. Ouais, j'ai tout bon, vraiment tout bon, je suis trop forte. Agent PSE, du coup, qui pose les bracelets anti-rapprochement, entre autres. Et Madame Rahar Céline. J'ai la pression un peu. On est bon. Madame Rahar Céline, qui est CPIP, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. On est tout bon? Alors, je vais commencer du coup avec le VVI, donc l'évaluation personnalisée des victimes. Personne ne sait ce que c'est, mais ça fait partie d'un grand monde. Nous, heureusement. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui vient à la base de la législation. C'est bon ? Ouais. De la législation européenne qui a été transposée donc, en droit français. Il faut absolument que ça s'inscrive du coup dans le cadre d'une procédure pénale. Toute victime a droit à la protection et en fait on peut faire des EVVI contre par exemple la victimisation secondaire, risque de représailles ou quand on estime qu'il y a une atteinte à l'intégrité physique. Mais il faut vraiment qu'une procédure pénale soit enclenchée et c'est codifié à l'article 10-5, je vais y arriver, du code de procédure pénale. Et attention, le VVI elle est forcément sur réquisition du parquet. Il n'y a que comme ça qu'elle peut être faite. Donc, il y a une première phase qui est faite. Alors, je parle de l'EVVI personnalisé approfondi sur réquisition du parquet, puisqu'il y a une première phase qui va être faite par les services enquêteurs. Ils font une première phase de VVI. Par exemple, une audition d'agression sexuelle va être entendue. Une victime d'agression sexuelle va être entendue par une personne de même sexe. Donc ça, c'est fait vraiment, par exemple, par les CPF, notamment les cellules de protection des familles. Mais ça, c'est le VVI. Première phase qui est faite par les forces de l'ordre. Et nous, France Victime 56, on intervient en deuxième phase des EVVI. Donc c'est la phase approfondie, donc sur réquisition judiciaire. Et France Victime 56 intervient parce qu'elle a l'agrément, en fait. Il faut être agréé par le ministère de la Justice pour pouvoir procéder aux EVVI. Donc en fait, on va commencer par prendre attache avec la victime, lui expliquer un petit peu notre rôle et notre mission, pourquoi est-ce qu'on la contacte. Et c'est important puisque du coup, il faut que la victime s'inscrive et adhère à l'EVVI. Il faut qu'elle donne son accord. Vraiment, il faut son consentement. Oui, je suis d'accord pour faire cette EVVI, en sachant qu'on va rentrer vraiment dans la vie privée de la victime. C'est des rendez-vous, Nathalie, comme tu disais, qui peuvent durer parfois 1h30. On fait vraiment sa biographie et on va recueillir en fait tous ces éléments de vulnérabilité pour pouvoir ensuite préconiser des mesures au parquet de protection. Donc en fait, on fait vraiment un balayage de toute sa vie. On lui pose des questions par rapport à sa relation de couple avec l'auteur. Donc c'est pas spécifique aux violences conjugales. Le VVI, c'est vraiment pour toute infraction. Mais c'est vrai que là, il y a une, si je dis pas de bêtises, il y a une circulaire. Enfin, il y a une demande du ministère de la Justice de faire des EVVI systématiques pour les violences conjugales, ce qui est compliqué à mettre en œuvre en pratique, je vous le cache pas. Mais c'est en tout cas un souhait du gouvernement. Et c'est uniquement déclaratif. On ne va recueillir que ce qu'elle nous dit et on l'écrit. Madame déclare que, pas d'interprétatif,
Et il faut vraiment mettre dans l'évaluation qu'on n'est pas là non plus pour la présenter en des termes négatifs, la victime. Donc en fait, c'est un travail qui est assez technique pour pas dénigrer la victime, pas la présenter sous un mauvais jour, entre guillemets, puisque c'est une pièce de procédure, le VVI, c'est-à-dire qu'elle est accessible par l'avocat aussi de la défense. Donc ça peut être utilisé en audience. Il y a des EVVI qu'on fait, qui sont cités dans les plaidoiries de la défense au tribunal. Donc c'est vraiment quelque chose qui est particulier et c'est à différencier de l'évaluation TGD. Et ça, on vous en parlera, enfin, Lauriane en parlera plus en détail. L'évaluation TGD, c'est vraiment tout autre chose. Et une fois que nous, on a reçu cette victime, qu'elle est venue nous voir, qu'elle nous a exposé un petit peu sa vie, on a un travail de rédaction à faire derrière où on va rédiger un rapport d'évaluation qui peut comporter des préconisations. On peut expliquer, par exemple, là, madame, au niveau de la procédure pénale, elle a pris attache avec un avocat, par contre, elle ne serait pas capable d'être entendue de nouveau par un homme. Donc, on précise, il faudrait qu'elle soit entendue, par exemple, par une femme. Si on est vraiment, où l'auteur est en garde à vue, on est saisi pour une VVI, on peut dire, là, il faudrait que monsieur ait interdiction de contact avec madame, interdiction de paraître à son domicile. Il faudrait qu'il aille en détention provisoire pour vraiment sécuriser la victime. Enfin, nous, on préconise. Après, c'est le parquet qui décide. Hein. On ne fait que des préconisations. Et c'est en tout cas utilisé par les magistrats aussi, de mémoire. Enfin, parquet, mais aussi peut-être lu. C'est ça, c'est lu. Ouais, voilà. Normalement, le VVI est systématiquement versé en procédure. Logiquement. Mais... Voilà. Et en fait, on va vraiment faire, par exemple, aussi passage de bras en présence d'un tiers. Si on a aussi des violences conjugales, mais aussi une problématique de séparation, garde d'enfants qui est un peu conflictuelle, on peut faire des préconisations pour ça. Et cette EVVI, elle s'actualise tout au long de la procédure. S'il y a des éléments nouveaux, si on est saisi de nouveau, par exemple, parce que à l'époque où on lui a fait son premier rendez-vous, elle n'était pas forcément prête à consentir à un dispositif de protection, parce que le VVI sert aussi à ça. Présenter, par exemple, le bracelet anti-rapprochement. On lui a présenté le dispositif, elle n'est pas forcément sûre, on lui donne de la documentation, elle ne donne pas son consentement. Elle revient, on peut actualiser le VVI en disant là, elle a donné son consentement à un bar, ça part en procédure et derrière, ça peut déclencher du coup le dispositif. Puisque... Pour le bracelet anti-rapprochement, ça fait une bonne transition pour tout à l'heure, le VVI est obligatoire. Vraiment, on ne peut pas s'en passer. Et on est d'accord qu'en pré-sententiel et en phase, par exemple, sententielle, donc quand on est au niveau de l'audience, le VVI, c'est exactement la même forme qu'une VVI qu'on va faire, par exemple, au moment du dépôt de plainte, juste après le dépôt de plainte. En post-sententiel, on peut faire ce qu'on appelle des fiches EVVI. Je vais un peu vous perdre. En fait, c'est une référence avec les adresses de madame. Normalement, c'est même pas normalement, hein, c'est hors procédure pour cette fois-ci. C'est dans la code victime et c'est pas accessible à l'auteur ni à son avocat, puisqu'on est en post-sententiel, donc c'est pas nécessaire à l'exercice de ses droits de la défense. Donc normalement, il n'a pas connaissance de ces détails-là, puisque en fait, on recense tous les endroits où la victime elle est, là où elle vit, là où sont les enfants s'il y a des enfants, là où elle travaille, les amis, les numéros de téléphone. Et ça permet en fait aux magistrats de déterminer les zones d'alerte et de préalerte. Et cette fiche EVVI bar, elle est vraiment à part sur une code victime qui n'est pas accessible normalement par la défense. Je vais laisser la parole du coup au parquet. On fera le temps des questions-réponses après. On va essayer de tenir... la présentation assez rapidement pour que tout le monde puisse s'exprimer et poser ses questions. C'est bar. Non, c'est le bar. Ouais. Et après, c'est TGD. Ouais. Okay. Bon. Très bien, ça va. Non, mais il n'y a pas de difficulté. Oui, on avait dit l'inverse. Non, mais c'est moi qui ai mal présenté. J'ai commencé d'abord par le TGD et après dans le bar. On peut faire TGD, hein. Moi, ça m'est égal. Ça peut être un peu plus logique dans la mesure où... oui, peut-être. En termes de... TGD. Donc du coup, allez. Je montre la vidéo tout de suite. Je vais juste présenter. Donc nous, pour la présentation du dispositif téléphone grave danger, on vous propose de vous projeter une vidéo qu'on a trouvée intéressante puisqu'elle
Elle met en lumière du coup les modalités concrètes de fonctionnement du téléphone grave danger, mais aussi et surtout les interactions et la coordination avec l'ensemble des acteurs. Donc une courte vidéo, enfin elle dure quand même 10 minutes et on sera bien sûr à disposition après pour répondre à vos interrogations. Police secours, bonjour. Donc une femme en très grand danger, 69 route du Rhin, à Strasbourg, c'est reçu. Essayez de garder la victime en ligne si c'est possible. On va envoyer un équipage immédiatement. Est-ce que vous avez un signalement ? En France, une femme décède tous les 3 jours, victime de violences conjugales. En 2015, c'est 115 femmes qui ont trouvé la mort à la suite des coups portés par leur partenaire ou ex-partenaire de vie. Pour protéger ces personnes en situation de grave danger, l'État a prévu un dispositif de protection par téléassistance, le téléphone grave danger, qui après une expérimentation satisfaisante a été généralisé par la loi du 4 août 2014. Depuis, plus de 600 personnes en ont déjà bénéficié. À 99%, ce sont des femmes victimes de violences conjugales. Si on a décidé de vous attribuer ce téléphone, c'est parce que donc vous avez été victime de violences, on vous l'a proposé, vous avez accepté, et nous sommes aussi d'accord parce que monsieur a été déféré il y a peu de temps. Il est sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec vous. Ce téléphone vous permettra d'être en relation directe avec Mondial Assistance et fera en sorte que police ou gendarmerie interviennent dès que vous activez le téléphone et vous dites où vous êtes. C'est le procureur de la République qui décide de l'attribution du téléphone grave danger en se fondant sur une évaluation réalisée par une association d'aide aux victimes, partenaire du dispositif et qui accompagnera la personne protégée tout au long de la mesure. La mesure est accordée pour 6 mois, renouvelable une fois. Donc ce téléphone, il est vraiment à usage du dispositif pour prévenir si vous vous sentez en danger ou éventuellement pour nous contacter l'une de nous deux si vous aviez un problème avec le téléphone. Côté technique, il faut toujours vous vérifier bien que le téléphone soit chargé, vérifier si vous avez du réseau dans les endroits où vous êtes régulièrement, chez vous ou à l'école des enfants. Pour actionner l'alerte en cas où il y a urgence pour vous, vous vous sentez menacé. Donc vous avez cette petite languette ici, vous la tirez vraiment, ça fait un petit clic. Et donc vous aurez au bout du fil Mondial Assistance. Combien de temps j'ai le droit de le garder, le téléphone ? Oui, le téléphone normalement il est attribué pour 6 mois, mais après donc au bout des 6 mois on va évaluer la situation, on va voir si les choses se sont calmées, si toutefois vous avez encore besoin, on pourra vous le renouveler une fois. D'accord. Donc là je vais aller faxer à Mondial Assistance et ensuite ils feront un test avec vous pour vérifier toutes les informations. D'accord ? Mondial Assistance, lorsqu'il recevra l'appel, saura immédiatement, grâce à la fiche où elle est susceptible de se rendre et pourra appeler tout de suite la police ou la gendarmerie. Même si elle n'arrive pas à parler, il y a une géolocalisation automatique. Elle est en situation d'extrême danger. On la géolocalisera et on pourra faire intervenir très rapidement donc les bons services de police ou de gendarmerie. Et ça, seul Mondial Assistance pourra le repérer grâce à la géolocalisation. Téléphone grave danger, Mondial Assistance. Bonjour Madame Dumont. Oui, je vous ai entendu Madame. Il est derrière la porte. Oui, ils arrivent tout de suite. Je vous rappelle ensuite. Ils arrivent immédiatement. Le service de téléassistance de Mondial Assistance est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Professionnel de l'Ultra-Alerte, ce prestataire de service est chargé de la gestion des téléphones, tant de leur mise en fonction que de leur réparation. Il effectue aussi les tests bimensuels pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif. Lorsque l'alarme est donnée, le téléassisteur se charge d'évaluer la situation avant de demander l'intervention des forces de l'ordre sur un canal prioritaire. La levée de doute va permettre à l'opérateur de détecter le besoin. Ça peut être un contact visuel avec le tiers identifié, une agression verbale, une agression physique. Depuis 30 ans, Mondial Assistance gère des situations d'ultra-urgence. C'est pourquoi le dispositif téléphone grave danger s'inscrivait logiquement dans nos missions d'assistance. L'ensemble des partenaires du dispositif a les mêmes informations relatives au cas de la victime. Lorsque l'alarme est activée et que Mondial Assistance sollicite les forces de l'ordre, la communication se fait par le biais d'un canal prioritaire. La police considère le danger comme avéré et intervient tout de suite pour éviter de nouvelles violences. Alors TV 110 Golf de TN 67,
Il faudrait vous rendre 69 route du Rhin, 69 route du Rhin à Strasbourg suite au déclenchement d'une alarme femme en très grand danger. Donc c'est son ex qui cherche à entrer en contact avec elle. Il se trouverait au bas de l'immeuble, individu tout vêtu de noir. Est-ce que c'est reçu ? En 3 ans, sur les 179 alertes déclenchées à la suite d'un contact avec l'auteur des violences, 86% des cas ont donné lieu à une intervention des forces de l'ordre, qui ont dû procéder à 36 interpellations. L'appel par l'intermédiaire de Mondial Assistance et du dispositif Ramsès permet d'être en urgence absolue. Donc c'est un signal qui prime sur tous les appels 17. Un appel 17 qui est engorgé, cet appel Ramsès passera au-dessus. Donc ce dispositif Femmes en très grand danger a permis de tisser des liens entre les différents partenaires en charge de l'aide aux victimes, notamment pour la prise en charge sociale, psychologique et judiciaire. Nous avons à l'hôtel de police depuis 2004 une assistante sociale en charge des victimes. À côté de cela, depuis 2007, nous avons une psychologue aide aux victimes qui a pour habitude de prendre en charge la victime pour son aspect psychologique. Donc il y a vraiment une évaluation globale de la victime qui est faite en lien avec les différents partenaires, que ce soit le parquet, les associations d'aide aux victimes ou la police. Ça fonctionne très très bien depuis plusieurs années et les policiers sont très satisfaits du dispositif, de l'aide que leur apportent et la justice et les associations et la psychologue. Donc personne ne pourrait se passer de ce maillage. Ce téléphone m'a bien aidée dans la mesure où dès que mon ex-compagnon était sorti de détention, il me traquait quasiment jour et nuit. Il était partout où je me trouvais. Il harcelait mes enfants, il harcelait ma famille. Et donc je me sentais menacée et en grand danger. Donc ce téléphone, je l'ai utilisé souvent. Et donc il retournait en détention donc à chaque appel que je faisais. On a eu 2 cas très concrets où les femmes ont appelé le Mondial Assistance, s'en sont servies et pour l'une, c'est sûr, on a évité des violences extrêmement graves. L'auteur a simplement pu rentrer chez elle, mais grâce à l'activation de ce téléphone, il y a eu une intervention. Dans un autre cas, ça c'était il y a déjà plusieurs mois, on a également évité une tentative d'assassinat. Ce téléphone m'a clairement sauvé la vie. Concrètement, j'ai eu besoin d'utiliser qu'une seule fois, parce qu'après, bon, il a été arrêté, mais j'ai pu garder le téléphone pendant quelques mois. Le rôle aussi de ce téléphone est également vraiment de rassurer les victimes et de se rendre compte qu'elles sont entourées, effectivement entourées. Lorsqu'elles voient l'individu, même si celui-ci n'est pas en train de les agresser et qu'elles actionnent le téléphone, l'intervention immédiate des services de l'ordre peut aussi faire comprendre à l'auteur que ce n'est pas la peine qu'il recommence. J'étais extrêmement rassurée par ce téléphone. Je continuais régulièrement à faire les contrôles hebdomadaires pour voir s'il fonctionnait. C'est ça, parce que bon, on a très très peur. Donc ça m'a vraiment sécurisée, rassurée. L'ensemble des acteurs qui participent au dispositif se réunit régulièrement lors d'un comité de pilotage présidé par le procureur de la République. Les partenaires échangent sur les différents cas, partagent leurs informations et se concertent pour mieux prendre en charge les bénéficiaires ou futurs bénéficiaires du téléphone grave danger. Des faits de violence donc caractérisés, donc on lui a remis un téléphone parce qu'elle restait vraiment très très apeurée et terrorisée. À la fin de l'année 2016, le téléphone grave danger est présent dans 128 tribunaux de grande instance et 29 juridictions sont en train de procéder à la signature de la convention de mise en œuvre. Indispensable car il empêche le passage à l'acte, ce téléphone sécurise les femmes en grand danger. Le rôle est également d'animation, d'impulsion du dispositif, du contrôle de l'attribution, parce qu'en principe c'est pour 6 mois, mais ça peut être 2 ou 3 mois si la situation est apaisée, ça peut être également pour 1 an, et c'est grâce à cette centralisation du parquet que tout le système en fait peut fonctionner. Le fait que ce soit le parquet qui soit au cœur du dispositif, certes, c'est chronophage en ce sens qu'il faut prendre le temps de l'analyse des situations et de donner ce téléphone. Mais d'abord, l'avantage, c'est que la victime, vraiment, elle identifie le procureur. C'est que nous-mêmes, on sait un peu plus de quoi on parle, peut-être même au moment où on prend nos réquisitions. Et surtout, tous les partenaires sont associés. Et le fait que ça prenne du temps, eh bien, c'est un vrai sens par rapport à cette politique pénale et au suivi des victimes.
qu'on fait un petit point sur la technique, peut-être un petit peu, et les améliorations, parce que vous avez vu que c'était un film qui date quand même de quelques années, donc il y a eu quelques améliorations, notamment sur le téléphone. Nous n'avons plus besoin d'avoir effectivement le petit bouton qu'on devait tirer maintenant, hein, c'est un téléphone ordinaire avec une possibilité d'actionner le bouton d'arrêt à plusieurs reprises pour lancer l'alerte. Je crois que j'ai lancé une alerte. Donc, c'est quelque chose de plus... Oui, c'est ça. Tu peux éteindre. Bah oui. Voilà, c'est ça. C'est l'habitude. Enfin, le premier test. Et puis, la deuxième chose qui a été modifiée, c'est simplement le nom du partenaire, puisqu'ils ont changé de nom depuis quelques temps. Maintenant, c'est Alliance et non plus Mondial Assistance. Voilà pour les petites mises à jour que je devais vous faire. Voilà. C'est bon là? Voilà, décidément. Oui. Donc voilà un téléphone grave danger, comment ça se présente. Donc c'est un téléphone banal, on va dire. Et donc la victime doit appuyer 3 fois rapidement, voire 4 fois, enfin insister. Hein, voilà. Donc, et elle est en ligne avec le téléopérateur d'Alliance qui la prend en charge. C'est extrêmement rapide. Je voulais juste préciser par rapport au téléphone grave danger. Vous verrez la différence avec le bar. Téléphone grave danger, c'est vraiment quelque chose entre l'association d'aide aux victimes, alors en l'occurrence c'est nous qui sommes en charge du TGD sur le Morbihan, et le parquet. C'est-à-dire que personne ne doit avoir connaissance que la victime a le TGD. Donc surtout pas l'auteur, ni son avocat. L'avocat de la victime, c'est pas obligatoire non plus, mais ça ne doit absolument pas apparaître dans le dossier. Parce que ça doit être... alors je dis pas que c'est pour faire l'effet de surprise, mais on ne sait jamais. L'auteur peut, s'il a... Enfin, oui, non, mais quand je dis ça, c'est que l'auteur peut justement essayer d'opter pour certaines stratégies s'il sait que la victime a le téléphone. Hein, donc il va pas forcément l'attaquer de front. Donc c'est pour cette raison que ça doit vraiment rester secret. Personne ne doit, enfin les personnes, je m'adresse au SPIP par exemple, la communication ne doit pas se faire par rapport aux détenus. Aux détenus, pas pour détenus parce que s'il est détenu, il n'y a pas de TGD, mais par la personne qui est suivie par exemple après la sentence. Donc, quand il y a un sursis probatoire, par exemple, l'information ne doit absolument pas fuiter. C'est la protection de la victime qui en dépend. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus. Hein, c'est tout. Je vais pas être trop long, c'est bon, voilà. Et je vais laisser la parole du coup à Marie Caloc et Perrine Giraudot sur le bracelet anti-rapprochement. Merci beaucoup. Donc pour notre part, on va vous expliquer, vous présenter un autre outil qui existe aux côtés du TGD, donc un outil de protection pour les victimes de violences intrafamiliales. Donc c'est le BAR, c'est un outil pour le coup plus récent, puisqu'il a été créé par la loi du 28 décembre 2019, qui est la loi qui vise à agir contre les violences au sein de la famille, et qui a été créé justement pour renforcer en fait cette protection des victimes de violences intrafamiliales et éviter justement la réitération en fait des atteintes commises à leur personne. Donc c'est un dispositif exceptionnel et d'urgence et qui a été en fait pensé par le législateur comme une alternative à l'incarcération pour l'auteur des faits et évidemment comme un dispositif de protection pour les victimes de violences intrafamiliales tout au long de la durée de l'exécution de la mesure. Par rapport au BAR, donc c'est un dispositif qui, et là ça se distingue un petit peu du TGD, puisque le TGD il est laissé à la discrétion du parquet. Le BAR c'est un dispositif qui est prononcé en fait par un juge et qui va s'adresser aux auteurs réels ou supposés de violences intrafamiliales et bien évidemment à leurs victimes. Pour vous présenter un petit peu, on va essayer de faire rapide, hein, c'est vraiment un dispositif qui mériterait beaucoup plus que 10 minutes de présentation, mais on va essayer de faire court. Au niveau du champ d'application, on est sur un champ qui est très très large, dans un cadre très large de prononcé du BAR, puisqu'il peut être prononcé pour toutes les infractions de nature conjugale, donc c'est-à-dire commises par une personne à l'encontre d'une autre qui se trouve être son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à l'encontre d'une
une personne qui se trouve être son ex-conjoint, son ex-concubin et la personne avec laquelle elle a été liée par un pacte civil de solidarité. Donc il faut ce lien conjugal, mais un lien qui peut être actuel ou passé. Et ensuite, c'est pour toutes donc les infractions de nature conjugale qui font encourir à l'auteur des faits une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans. Donc finalement, on est sur un... Voilà, quasiment. Mais c'est ce que j'allais dire justement, c'est qu'on est sur un champ infractionnel qui est très très large. On peut avoir un bar prononcé dans le cadre de violence, dans le cadre d'empoisonnement, d'administration de substances nuisibles, d'actes de torture et de barbarie, d'appels malveillants réitérés, de menaces. Voilà, on a véritablement un large champ infractionnel. Et le bar peut être également prononcé en fait en matière pénale, mais aussi en matière civile. Et en matière pénale, il peut être prononcé à tous les stades de la procédure. On peut avoir un bar qui est prononcé au stade présententiel, donc là dans le cadre de l'enquête, et donc prononcé. C'est ça, prononcé comme une obligation en fait, supplémentaire qui découlerait d'un contrôle judiciaire, donc prononcé par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. On peut également avoir un bar qui serait prononcé dans un cadre sententiel, donc comme une modalité de peine, ou post-sententiel, comme une modalité d'application des peines. Et à titre d'exemple, on peut donc avoir un bar qui serait prononcé en fait, dans le cadre d'un sursis probatoire. Mais donc là, c'est en matière pénale et on peut également avoir un bar qui serait prononcé en matière civile, même s'il est beaucoup moins usité pour le coup, dans le cadre en fait, d'une ordonnance de protection qui serait prononcée. Donc là, c'est pour le champ d'application. On a également donc, des conditions cumulatives préalables parce que le bar est un dispositif qui ne peut pas être appliqué dans n'importe quelle circonstance. Il y a véritablement un cadre à respecter. La première des conditions, c'est que l'auteur en fait, doit être une personne majeure. Si on est face à des mineurs, le bar est inapplicable. Ensuite, on doit avoir un auteur et une victime qui ont respectivement des lieux de résidence évidemment distincts, mais en plus de ça, des lieux de résidence fixes, tout simplement parce qu'on va vous les présenter. Nous, pour le matériel qu'on remet à la victime, et je chargerai le SPIP de présenter le matériel qui est remis aux auteurs, ce sont des... des dispositifs électroniques et qui vont en fait demander une géolocalisation permanente et donc ça pompe énormément en fait les batteries des dispositifs. Donc il faut pouvoir en fait les charger quasiment quotidiennement. Hein. Donc il faut un lieu de résidence fixe. Une autre de ces conditions, c'est que pour le bar puisse être prononcé, il faut que le juge prononce une interdiction de paraître, une interdiction de contact. Et en plus de cela, donc c'est un principe de subsidiarité ici qui s'applique, c'est que l'interdiction de contact et l'interdiction de paraître doivent être insuffisantes en fait à elles seules pour assurer la protection en fait de la victime. Et ce n'est que si justement ces interdictions sont insuffisantes que dans ce cas-là on peut envisager donc de le prononcer du bar. Ensuite, on a une autre condition qui est le consentement en fait des parties. Et là, il y a un distinguo qui se fait en fonction du cadre procédural, excusez-moi. Voilà, si on est en matière pénale, il n'y a que le consentement en fait, de la victime ici qui va être sollicité, qui va être demandé. L'auteur des faits, on ne lui demande pas s'il consent au dispositif. Et en matière civile, eh bien, il faut le consentement en fait, des deux parties. Et donc le consentement de la victime doit obligatoirement... Ce qui vous fait faire un drôle de visage, mais on comprend parce que quelqu'un qui consent à être privé de liberté de mouvement... Voilà, donc c'est pour ça que bon, c'est beaucoup plus rare en fait d'avoir un bar prononcé en matière civile. Et une autre du coup condition et qui n'est pas des moindres, c'est la détermination des zones d'alerte et de préalerte. C'est-à-dire que lorsque le bar va être prononcé, on a le juge qui va prononcer. Oui, on peut changer la diapo. On a le juge qui va prononcer donc cette interdiction de rapprochement. Et qui va être contrôlé en fait par ce bracelet anti-rapprochement. Et le juge va devoir déterminer ce qu'on appelle la zone d'alerte et la zone de préalerte. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il est encadré, en fait, le juge, c'est la loi du 28 décembre 2019 qui indique que la zone d'alerte, elle doit être comprise entre 1 km et 10 km, et la zone de préalerte, elle est égale au double. Pour vous expliquer un petit peu, la zone de préalerte est la zone autour de la victime et la zone dans laquelle l'auteur des faits n'a absolument pas le droit de pénétrer. Et on va avoir une zone qui va être beaucoup plus large, puisque je vous ai dit qu'elle correspondait au double de la zone d'alerte. C'est ce qu'on appelle la zone de préalerte et c'est la zone dans laquelle, si l'auteur des faits en fait, pénètre cette zone, eh bien, il va être alerté par le téléopérateur Alliance. Donc, Madame Lenezet vous l'expliquait tout à l'heure, c'est le téléopérateur qui a le marché en termes d'outils de protection, donc pour le bar et pour le TGD. Et
qui va prévenir l'auteur des faits, lui indiquer attention, vous entrez dans la zone de préalerte, vous n'avez pas le droit d'y rester, merci de faire demi-tour. Et ce n'est que si l'auteur reste dans cette zone ou alors continue de se rapprocher vers la victime, et là il le fait sciemment en fait, continue de se rapprocher de la victime et pénètre la zone d'alerte. Dans ce cas-là, le téléopérateur va informer la victime pour qu'elle puisse en fait se rapprocher d'un lieu protégé tout simplement. Et dans le même temps, le téléopérateur Alliance va prévenir les forces de sécurité intérieure pour qu'ils puissent se dépêcher sur les lieux et procéder à l'interpellation en fait de l'auteur des faits. Mais cette détermination des zones d'alerte et de préalerte, le juge va devoir en fait concilier deux impératifs. Premièrement, évidemment, la protection de la victime, mais également de veiller à respecter tout simplement l'intégrité, la dignité et la vie privée, familiale et professionnelle de l'auteur des faits. Parce que le dispositif, il a bien qu'un seul sens, c'est d'éviter le rapprochement de l'auteur des faits à la victime. Il n'est pas du tout question ici d'amoindrir, en tout cas d'entraver l'auteur des faits dans sa liberté de se déplacer, d'aller et venir, c'est pas du tout le but, et ni de l'entraver dans sa réinsertion sociale, c'est absolument pas le but avec ce dispositif. Donc le juge doit veiller à respecter ces deux impératifs, et pour ce faire il va du coup recenser, et là on a un certain nombre d'auteurs qui vont intervenir puisque l'association d'aide aux victimes France Victimes va être mise à contribution aussi avec le tableau dont vous parlez tout à l'heure Karine, le parquet, moi-même, pour la partie victime en tout cas ici, et moi-même chargée de mission vif, et du côté auteur, le SPIP aussi qui va intervenir pour en fait recenser tous les lieux de fréquentation de la victime, le domicile, le lieu de travail, tous les lieux dont vous a disposé, que vous a présenté tout à l'heure Karine, et la même chose du côté auteur, pour essayer justement de voir comment le juge peut déterminer ces distances-là pour assurer la protection de la victime et d'un autre côté respecter en fait complètement. Et peut-être en schéma, Marie, pour compléter sur le. Je vous pique le micro. Sur oui, mais j'ai besoin de mes deux mains. Sur ce schéma que vous voyez, il y a deux cercles qui sont l'un autour de la victime et l'autre autour de l'auteur. Il faut imaginer que c'est la géolocalisation en temps réel. En réalité, on va avoir cette géolocalisation de la victime qui se balade, de l'auteur, donc les cercles vont se croiser, et avec ce dépassement ou pas de la zone de préalerte, mais qui n'est pas forcément volontaire, hein. On en tire les conséquences après, c'est une levée de doute, c'est une alerte à Alliance qui va vérifier, est-ce que c'est volontaire, mais non, finalement, pas de chance, on a pris la même autoroute en sens inverse pour aller à Tours, exceptionnellement je vais voir ma grand-mère, et chacun a sa vie privée, en réalité on ne peut pas tout prévoir, hein. Voilà. Et c'était juste pour essayer de vous faire représenter en mouvement permanent ces deux cercles en fonction des mouvements victimes, on va dire personnes protégées, pardon, et personnes surveillées, voilà. On avait ce petit film qui nous montrait bien évidemment le déroulement d'un incident. Non, il ne fonctionnera pas ici. Voilà, merci Marie, je vous ai interrompu. Et pas de difficulté, mais une petite précision parce que je crois que sur le Power, on vous montre un cercle autour du domicile de la victime. Pour bien préciser, c'est uniquement si la victime elle est présente à son domicile. On est d'accord que ces cercles-là bougent en fonction de la localisation en fait de la victime. Et évidemment, du coup, ça sonnera si la victime est à son domicile, ce qui n'est pas le cas si elle ne le sera pas. Le domicile n'est pas du coup protégé. Il n'y a pas de base fixe pour protéger le domicile de la victime. Tout à fait. Voilà, il fait l'objet du coup de l'interdiction de paraître, auquel figure du coup le domicile de la victime. Je vais faire court. Ok. Donc voilà, brièvement, c'était pour vous présenter le fonctionnement du dispositif. Et au niveau du matériel, donc comme à la différence du TGD, qui est un dispositif qui concerne uniquement la victime, le bar concerne victime et auteur. Et pour la partie victime, donc c'est le parquet qui se met en collaboration avec l'association donc France Victime 56. Pour remettre en fait le matériel à la victime. Et donc c'est un téléphone, bon, je vous l'accorde, un gros téléphone, c'est un gros boîtier qui est géolocalisable. Il y a d'autres fonctions que d'alerter si la victime souhaite lancer une alerte, et sinon d'être géolocalisé. Donc c'est vraiment pas très discret. Et évidemment la victime qui ne serait pas porteuse, ça sert strictement à rien. Donc il y a des contraintes directes liées à cet appareil. C'est ça, appareil sur lequel donc, elle reçoit les alertes d'Alliance lorsque justement l'auteur aura pénétré la zone de préalerte.
et pour de la zone d'alerte, excusez-moi, et donc du coup pour pouvoir se mettre en protection, et elle-même peut émettre une alerte, et on lui remet également le chargeur, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est pareil, le chargeur n'est pas véritablement très discret, mais puisque le dispositif de géolocalisation permanente va ponctionner énormément la batterie, et donc voilà, pour les retours de victimes en tout cas qu'on peut avoir là à l'heure actuelle, on a une recharge qui se fait de manière voilà, quotidienne. Si vous voulez présenter et du côté... Alors donc ça c'est le... Allez-y, je tiens le... Ok, merci. Donc ça c'est le tracker qui est remis donc à l'auteur, et le bracelet qui lui est installé à la cheville avec une sangle. Le bracelet a une durée de vie entre 6 mois et 2 ans. Il est alimenté, il y a une petite pile à l'intérieur qui alimente la sangle. Dans la sangle, il y a une fibre optique. Et donc les deux, quand le bracelet est allumé, les deux se mettent en communication et on sait exactement à la seconde près où se trouve l'auteur. Voilà. S'il se rapproche de la victime, du coup, lui il reçoit soit un SMS, voilà, c'est ça. Tout à fait. Il est tétanisé sur place. Donc du coup, il reçoit soit un SMS, soit un appel sur le tracker. Voilà, c'est ça. Mais pour compléter ce que vous disiez, en fait, on peut suivre la victime sur le logiciel Saphir. On peut suivre la victime et l'auteur à la seconde près, et on sait qui se rapproche de qui. Donc si c'est la victime qui s'approche de l'auteur ou si c'est l'auteur qui s'approche de la victime. Voilà, exactement, tout à fait. Donc ils reçoivent chacun un SMS qui leur demande de quitter la zone rapidement, et si ce n'est pas le cas, du coup les forces de l'ordre sont appelées à la rescousse. Ils peuvent recevoir, ouais. Zone de préalerte, a priori, c'est uniquement l'auteur pour lui demander de quitter la zone. Zone d'alerte, c'est la victime. Et l'auteur ne sera pas informé. Il a persisté dans son intention de se rapprocher vers cette destination, il ne sera pas informé. Voilà. Nous, agents des DSE, on a accès au logiciel Saphir, donc on sait qui se rapproche de qui, enfin où sont les protagonistes. Et Alliance également a accès au logiciel Saphir. Il doit l'avoir en permanence sur lui. Donc alors c'est 100 mètres entre le 100 mètres. C'est dans la maison quoi. Alors après il faut qu'il les soit à proximité. Dès qu'il s'en éloigne, il a une alerte qui lui demande de se rapprocher de son boîtier. Et de la même manière, il fonctionne avec le réseau GSM. Et s'il n'a plus de réseau, on lui demande d'en chercher. Donc Alliance lui envoie un message lui demandant de retrouver du réseau. Donc c'est sans arrêt. Parce qu'il y a pas mal de zones blanches sur le Morbihan. Donc c'est sans arrêt qu'il reçoit des messages le demandant de retrouver du réseau. Donc techniquement, il y a des questions qu'il faut se poser au préalable, de toute façon. On n'a pas toujours le temps de se poser côté... Merci. Qu'on n'a pas toujours le temps de se poser côté de la personne qui sera surveillée. En réalité, on découvre parfois les problématiques au moment où on va poser le bracelet. Côté victime, vous voyez bien les impératifs que ça signifie au niveau des déplacements, des alertes, de la charge matérielle que ça représente et de la charge mentale. Donc là, l'évaluation de France Victime est là aussi pour jauger la capacité de la victime à supporter d'être traquée. Traquée pour son bien, ça il faudra lui expliquer, avec potentiellement en tout cas de nombreuses alertes qui n'auront pas de conséquences, mais avec aussi des interventions déclenchées alors qu'elle n'aura rien souhaité. La contrepartie, c'est le point positif. Elle n'a pas à être active pour déclencher justement l'intervention des forces de l'ordre, contrairement au TGD. Une victime qui ne se sert pas d'un téléphone grave danger, ça sert strictement à rien. Elle peut être passive, elle va subir, elle subira également avec un TGD. Donc c'est l'un des avantages du bar. Après, avec tout ce que ça signifie en inconvénient, dans l'anticipation, parce que ça, Marie ne vous l'explique pas, mais elle en a subi les conséquences, dans l'anticipation d'une décision de bar, d'un jugement qui se ferait à l'audience de comparution immédiate, après un contrôle judiciaire, si ça parle à tout le monde, c'est-à-dire qu'on connaît déjà l'auteur, il a fait un contrôle judiciaire, et la collégialité va juger que cette personne-là, elle est primo-délinquante,
Ce qu'elle a fait, c'est très grave. On est inquiet sur les potentielles réitérations et récidives. Donc, il faut qu'il y ait un bracelet anti-rapprochement pour éviter ces récidives-là. On lui laisse cette chance d'être dehors, parce qu'on évite la détention, pas d'emprisonnement. Mais derrière, il faut que la victime accepte et qu'ensuite, il y ait ces dispositifs-là à mettre en œuvre en 2 heures. Parce qu'en réalité, c'est ça. À l'audience, on décide, le jugement met 2 heures à être tapé, ça tombe bien, et c'est normal. Donc les critères d'éloignement, les distances à évaluer, on ne le fait pas juste comme ça a une incidence énorme si c'est des déclenchements intempestifs derrière. Et donc, évidemment, que ça mobilise plus que les avocats à l'audience qui vont sonder le cœur de la victime et voir si l'auteur, c'est potentiellement réalisable parce que monsieur travaille là, donc c'est quand même à 3 km de là où travaille madame. Vous voyez tout ce que ça implique en préparation. Voilà, je voulais insister là-dessus, pas pour dissuader personne, mais parce que ces informations-là, il faut qu'elles soient connues. Et la plupart du temps, les bracelets d'ailleurs qu'on a mis en place, les victimes sont éloignées des auteurs à tel point qu'ils ne sont même pas sur le même département. Voilà, vous dire que dans ces conditions, au moins, on est plus à l'aise et chacun voit sa sphère respectée. J'étais trop bavard. Juste rajouter qu'il y a du travail en amont, mais je crois qu'il y a du travail aussi en aval pour le surveillant qui pose le bracelet. Tu peux peut-être raconter une anecdote du temps de pause que ça t'a pris? Donc je pense que c'est pareil pour les victimes. En fait, le temps d'attente pour poser un bracelet électronique, la toute première fois et même la deuxième fois, ça nous a pris 3 heures. Entre le moment où on a reçu l'auteur et la fin de l'installation, il nous a fallu 3 heures pour communiquer avec Alliance. C'était la fiche navette à remplir, les questions à lui poser. Donc c'était un petit peu compliqué parce que les auteurs ne sont pas forcément super ravis de recevoir leur matériel. Pour le coup, ils étaient plutôt patients, heureusement, mais ça s'est plutôt pas trop mal passé. Mais 3 heures, bon, on a des petits moments de solitude quand même. On va peut-être pouvoir du coup passer aux questions-réponses. On a déjà commencé, mais il y aura 2 micros à circuler. Un pour les intervenants et un pour le public. Et si vous pouvez faire... Ah ouais, ça serait super. J'ai peut-être l'esprit un peu mal tourné, mais si je comprends bien, votre système permet aussi à un auteur, j'imagine, qui serait très déterminé, de savoir où se trouve la victime. L'auteur n'a pas l'information de la géolocalisation de la par victime. déduction, s'il voit qu'il rentre dans une zone et qui... Oui. Alors effectivement, on espère que... Oui. Alors, on a surtout peut-être, et vous répondrez mieux que moi, Capitaine Toiti, je vous donnerai la parole après, on a surtout l'espoir que la victime, une fois informée, saura aller à un endroit et on a entre-temps surtout les forces de l'ordre qui sont averties et qui vont, et qui savent qui est l'auteur, qui savent qui est la victime. Ces fiches qu'il faut remplir de façon fastidieuse, elles vont donner les détails, la photo de la victime, on connaît l'auteur, etc. Et les forces de l'ordre qui interviennent vont être efficaces de ce fait-là. Donc l'auteur n'a pas d'autre information qu'il est déjà trop près de la victime, en préalerte. Et ensuite, en alerte, là pour le coup, normalement, on espère que les forces de l'ordre seront aussi rapides que lui. Je vous laisse parler sur le sujet, capitaine, si vous voulez. Avec le micro. Donc pour vous répondre, en fait, le cercle, comme on vous a expliqué, il est évolutif. Donc c'est pas autour d'un domicile. Donc la personne elle va bouger. Et nous, notre priorité quand on agit dans le cadre du bar, c'est de sécuriser la victime. On n'est pas là pour interpeller le mis en cause qui franchit la barre. On est là en priorité pour sécuriser la victime. Donc on va d'abord sur la victime. On la sécurise, nous, physiquement, avec nos petits corps. On la ramène au commissariat ou dans un lieu privé où on va la surveiller, proprement dit. Et si on peut, et on essaye de pouvoir, c'est qu'un deuxième équipage ou plus va s'occuper, lui, du mis en cause pour l'interpeller et ainsi de suite. Donc voilà. Mais donc du coup, le rond, il bougera avec nous, il bougera avec tout le monde. Et effectivement, lui, il va savoir qu'il se rapproche de la zone, mais nous, on aura fait notre travail. Et on aura sécurisé d'abord la victime. Contrairement au TGD, où quand on intervient, notre logique à nous, c'est d'interpeller la personne qui se met en cause par rapport au TGD, puisqu'il ne
théoriquement, ne doit pas savoir que l'autre a un TGD. Donc on va sécuriser la victime aussi, mais notre priorité, bien sûr, on est quand même là pour sécuriser les victimes, mais là, la logique et la politique de la police change, c'est qu'on est là pour interpeller en priorité la personne qui franchit, puisqu'on est alerté qu'il est à proximité, il est devant la porte, ou ainsi de suite, quoi. Voilà, on a juste deux logiques et il a fallu qu'on travaille sur ces logiques-là. Oui, j'avais peur d'avoir mal compris, c'est pour ça que je demandais à madame de vérifier. Qu'est-ce qui se passe quand eh bien, l'auteur n'est pas discipliné et s'éloigne son bracelet et son boîtier? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'il reste éloigné de son petit boîtier et qu'il va où il veut, c'est plus compliqué de l'intercepter, là. Ah, le bracelet géolocalise? Oui, mais comment on le retrouve? C'est ça la question. Comment on le retrouve, lui? Le bracelet ne géolocalise pas. Personne recherchée, là, oui, pour oui, le voilà. coup. Non, mais c'était ça. La le bracelet géolocalisation. ne géolocalise pas. C'est le boîtier. C'est le dispositif en entier, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, à partir de là, on pourrait dire qu'il est en violation de ses obligations par rapport à une mesure, donc un jugement, et il est interpellé pour ces violations. Et donc dans ces cas-là, comme disait madame, la démarche première, c'est d'aller protéger la victime. Oui, oui, non mais toujours. Oui, la démarche, c'est sécuriser la victime. Ouais, d'accord. Dans tous les cas, on est sur des dispositifs de protection. Ouais. Voilà. Merci. Oui. Par rapport au SPIP, nous sommes amenés à éventuellement préconiser un TGD ou un bar dans le cadre de préparation à la sortie de détention, ou éventuellement aussi, ça pourrait être dans un rapport d'audience, éventuellement. Je souhaitais savoir, est-ce qu'il y a des informations à vous donner? Est-ce qu'il y a un document à vous remplir? Parce que vous parliez de VVI tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a le pendant pour les auteurs? Et deuxième question, le bracelet électronique est-il cumulable avec le bar? Alors pour la première des questions, je laisserai répondre sur la seconde. En réalité, on attend, nous, au parquet, en tout cas, les rapports qui vont transiter par le juge d'application des peines sur le déroulement de la détention, sur le déroulement d'une mesure. Et lorsqu'on a un rapport qui nous indique qu'il y a un fort risque, en fait, qu'il y ait des faits à nouveau réitérés, on va saisir France Victime pour évaluer la victime et surtout recueillir son consentement, en réalité. Voilà, donc je veux dire, il n'y a pas de pendant, mais ça voudrait dire que vous présentez une sortie, un aménagement de peine, en disant c'est possible, mais il y a quand même un fort risque de réitération, donc on préconise le bar. On pourrait partir de cet exemple-là, en réalité. Et à ce moment-là, le parquet va saisir le juge d'application des peines en disant, écoutez, si monsieur demande un aménagement de peine, je suis favorable. Là, c'est le rôle des avocats, des conseils des détenus, qui viennent dire, oui, alors on peut effectivement solliciter un aménagement de peine s'il y a ce dispositif-là. Et voilà, ce sera sur initiative aussi des parties, finalement. Mais il y a toujours ce pendant victime. Si la victime ne veut pas, l'auteur ne sort pas. Qui vous donne tous les lieux de vie de l'auteur pour vérifier qu'il n'y ait pas d'impact sur sa dignité, sur sa réinsertion? De manière indirecte, vous. Mais vous ne le savez pas. On le regarde en fait dans les rapports du SPIP. Et pour rebondir sur tous les lieux en fait qui sont recensés de fréquentation de la victime, le document dont parlait, sous forme de tableau dont parlait Karine tout à l'heure, c'est pas véritablement dans les textes par rapport à l'EVVI, c'est un document de travail qui en fait a été élaboré par l'association. Et on pourrait tout à fait envisager de travailler ensemble à l'élaboration d'un pendant, un tableau, et grâce auquel vous nous aideriez à déterminer justement le lieu de l'adresse de domiciliation donnée par l'auteur à sa sortie de détention, ses lieux de fréquentation. On pourrait tout à fait travailler en collaboration pour établir. Mais comme il n'y a pas cet échange direct, alors ça pourrait se faire, je crois que ça se faisait par la personne qui était avant moi à mes fonctions, un appel téléphonique directement avec le SPIP, j'ai eu à le faire aussi, ou au gré de vos rapports, où on peut glaner des informations, mais ce serait évidemment beaucoup plus pratique qu'on puisse le faire de manière directe. Et sur la deuxième question qui était est-ce qu'il y a un cumul? Alors oui, du coup ça peut être cumulé, mais du coup on ne change pas en fait si vous voulez le dispositif. C'est le même bracelet en fait.
Et ça va être... Voilà, il n'y a pas de bracelet, c'est simplement qu'il y a une coordination qui se fait via c'est Alliance, je crois. Hein, c'est vous, c'est le SPIP? Non, c'est directement le pôle de Rennes, à la direction interrégionale. Et nous, si on doit rajouter une mesure DDSE, par exemple, à un bar, il faut qu'on rajoute le boîtier qu'on met sur les DDSE en plus. Donc l'auteur aurait donc le fameux tracker, le bracelet et un boîtier à son domicile avec des heures d'assignation à son domicile. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors j'avais 2 questions. Tout à l'heure, concernant le VVI, sur réquisition du parquet, on parlait justement du consentement de la victime, savoir comment ça se passe quand la personne est ambivalente. concernant le VVI, savoir comment ça se passe quand il y a un consentement qui n'est pas franc de la part de la victime. Qu'est-ce que vous appelez un consentement pas franc? Il faut qu'elle signe. Hein. Nous, on demande une signature. Il y a une réquisition, mais en fait, c'était... Alors, je fais le lien avec ma deuxième question, c'est savoir s'il y avait une évaluation systématique ou reliée, une évaluation psychologique, en fait, parce que c'est remuer beaucoup de choses. Et peut-être que la victime n'est pas forcément là. En fait, on va dans... Enfin, voilà, on parle vraiment du recueil d'éléments, de vulnérabilité, de vie. Est-ce qu'elle est prête à remuer, aller au fond des choses? Et c'est peut-être là où elle pourrait être réticente et pas forcément donner son consentement. Oui, donc ça arrive. Hein. C'était le lien. Et voilà, savoir s'il y avait un suivi psychologique qui était systématiquement proposé ou... Enfin, voilà, oui, dans le cadre de l'association, en tout cas à France Victime 56, donc on a des juristes et des psychologues. Oui, systématiquement, on va orienter vers la psychologue pour un besoin, si elle exprime un besoin ou même si elle l'exprime pas, on va lui proposer en lui disant que ça existe. Après, au niveau du consentement, il y a des victimes qui refusent toute mesure de protection. Pourquoi? Parce que elles estiment que du coup, c'est leur rappeler continuellement qu'il est là, quelque part, porter un bracelet, le dispositif du bracelet anti-rapprochement, c'est ok, ça peut biper à tout moment et elles sont pas prêtes à ça. Et le TGD, c'est pareil, ça matérialise le danger aussi, puis c'est à elles de porter la vigilance. On a des victimes qui refusent, qui nous disent je ne suis pas d'accord, elles nous donnent pas leur consentement, à partir de là, ça s'arrête. Alors, ça veut pas dire que nous, on arrête tout suivi, on va continuer à la suivre, mais si elle veut pas de dispositif de protection, il n'y en aura pas, tant qu'elle ne sera pas prête et qu'elle n'aura pas consenti au moins au bracelet anti-rapprochement. Avec le micro, parce qu'on va se faire gronder. Le VVI, dans un premier temps, le but, c'est de savoir s'il y a des risques de victimisation secondaire et s'il y a des risques effectivement de représailles. Donc le VVI, au départ, elle se focalise que sur ces 2 items. D'accord ? Si après nous, dans la discussion, on voit effectivement qu'il y a besoin d'un système de protection, on va lui proposer à charge après de faire évoluer le VVI, parce que le VVI peut se faire aussi à tout moment de la procédure, et comme le suivi se fait effectivement généralement sur du long terme, on va voir aussi psychologiquement la victime évoluer. Et au fur et à mesure de son évolution, on va pouvoir lui proposer soit un TGD, soit effectivement un bar, en fonction de la façon dont elle va mûrir aussi sa situation de victime. Voilà, si je peux compléter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore du temps. Sur le département, du coup, combien de personnes ont le bar actuellement? Et moi, j'en ai discuté avec les juges de Lorient la dernière fois, et ils disaient qu'ils étaient assez réticents parce que ça n'arrête pas de sonner. Dans des communes très limitrophes, genre Lorient-Lanester... Ouais. C'est impossible, Lorient-Lanester. Mais voilà, compliqué, et du coup, il disait que du coup, il se dirige plus vers le bar parce que c'est un enfer, que ce soit pour la victime, pour l'auteur. Donc voilà, je me pose quand même des questions. Alors, oui, je ne peux pas parler pour les juges qui prennent ces décisions-là. On leur donne, c'est mes collègues, alors on leur donne tous les outils pour prendre une décision qui soit applicable. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les cas où, pour moi, on était sur vraiment des conditions idéales, c'est des éloignements importants.
Les éloignements importants, c'est plus de 50 km, hein, soyons clairs. Quelles que soient les activités, que ce soit travail, loisirs, famille, parce que évidemment qu'on va visiter grand-mamie et qu'elle se trouve, pas de chance, au même endroit que le fils, ou le fils va faire je ne sais quelle activité. Et tout ça, on essaye de l'anticiper au maximum. Alors, les sonneries intempestives, la personne qui est surveillée pourrait s'en plaindre et aurait raison de le faire en disant « je ne peux plus supporter ça, c'est une atteinte disproportionnée à mes droits, à ma vie privée ». Et donc, au travers de son conseil, demander à ce que cette obligation-là soit retirée de la mesure de suivi. Voilà. Parce que ça a réellement un impact important. C'est très protecteur, mais c'est aussi très inquisiteur. La victime également, hein, à tout moment de la procédure, elle peut retirer son consentement. Et à partir de là, ça s'arrête. On lui enlève, elle n'a pas à le subir, hein, le dispositif. Oui. Oui, et donc sur le van, il y a un bar victime pour l'instant. Victime, j'entends, qui a été prononcé en audience collégiale. Donc c'est un bar sententiel. Sur l'Orient, je vais laisser les collègues de... Et un bar post-sententiel auteur. La victime est sur un autre département. 3 bars auteurs, merci. 3 bars auteurs sur le département. À Nantes, il y a une douzaine de bars. Une question en lien avec la dernière. J'ai quand même lu qu'il y avait quand même des bars assez nombreux qui ont été mis en place dans des agglomérations très très resserrées. Je pense à Lille, je pense à la région parisienne, à Nantes. Comment ont-ils fait du coup avec ces contraintes techniques? Est-ce qu'ils ont réduit au maximum? Est-ce qu'ils ont eu des dérogations? Est-ce qu'ils ont accepté les contraintes, le fait que ça sonne de manière intempestive? Voilà. Qui fait aussi qu'on est très concentré effectivement au sud de la 4 voies, que ce soit l'activité professionnelle, que ce soit les domiciles, que ce soit la santé, que ce soit effectivement les écoles, les activités, les commerces. Donc effectivement sur des grosses villes comme Lille, on peut peut-être habiter au nord et au sud, et là vous avez une distance qui est quand même respectable avec tous les services à proximité du lieu, du domicile, ou sur des grandes communes comme Paris ou sur Lyon. Effectivement, vous avez malgré tout des services offerts, on va dire, à la population qui peuvent être sectorisés. Pour Vannes et pour Lorient, par exemple, le premier bar qu'on a mis en place, on avait la victime à Vannes et l'auteur à Lorient. Donc effectivement, on a besoin, parce qu'on est des réseaux quand même où on a une concentration d'activités qui fait que on va être dans l'obligation de réfléchir. Par exemple, pour nous à Lorient, il faut savoir que quand on est à Riantec ou à Port-Louis, donc de l'autre côté de la rade, eh bien, ça déclenche le réseau qui est du côté de Lorient. Donc, même avec une distance géographique relativement large et qui, effectivement, tant qu'on traverse la rade, à moins d'y aller à la nage, c'est plus compliqué. Mais ça n'empêche que techniquement, on n'a pas non plus les moyens techniques de pouvoir être aussi fin sur notre relais et notre géolocalisation. Et donc, on a combien de bars sur Lorient ? Sur Lorient, on a 2 bars prononcés, donc avec un auteur qui vit à Lorient, ou le contraire, non, qui vit à Vannes, du coup, j'y étais pas là, moi. Et une victime qui est sur le ressort judiciaire de Lorient. Et le deuxième, l'auteur est ici et la victime dans le sud, donc ça a été, pour le coup, très facile. Et demain... un autre bar, mais pas prononcé par Nantes, et donc avec une victime qui vit sur Auray même, sur le ressort de l'Orientais. Donc voilà. Et un auteur qui va venir s'installer sur le ressort de Vannes. Ouais, avec une zone d'alerte assez courte, de mémoire 4 km de zone de préalerte, 4 km, 2 km de zone d'alerte. Donc là, c'est très, très restreint. Une dernière question, et après on va devoir conclure pour vous laisser aller prendre l'air un peu, souffler de l'air frais. Est-ce qu'il y a des questions ? J'aurais juste envie de rajouter quelque chose peut-être. C'est pas parce que j'aime beaucoup le TGD, mais quand même.
Indiquer aussi que le téléphone grave danger peut être attribué alors même que l'auteur n'a pas été interpellé. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique qui n'est pas du tout applicable au bracelet anti-rapprochement. Lorsque la victime vient de déposer plainte, qu'elle a excessivement peur d'être à nouveau victime et qu'on est en recherche de l'auteur, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place de façon exceptionnelle. On a évidemment d'énormes suspicions, donc autant vous dire, il faut un certificat médical. On voit bien que cette dame a été victime de violences, etc. Il n'y a pas de doute sur la constitution de l'infraction. C'est le parquet qui est en opportunité à même de prendre cette décision-là. Mais c'est quelque chose de très différent et qui montre aussi une certaine réactivité. On peut être très, très réactif par rapport à un TGD. France Victime se rend disponible pour évaluer la situation de la personne et puis dans la soirée, le lendemain. C'est quelque chose qui se fait très bien. Voilà. De TGD. Le nombre de matériel qu'on a disponible est de 12 téléphones graves danger à Vannes. Ils ne sont pas tous attribués récemment. Voilà, il y en a 5 actuellement. C'est très variable. On est allé jusqu'à 9 en fin d'année. Et après, on a des échéances de 6 mois, renouvelables une fois, vous l'avez compris. D'où aussi l'utilité, quand on a une peine prononcée, de changer de dispositif si besoin était. Parce que nous, on a une durée limitée d'attribution par la loi d'1 an au total. Alors, pour 1 an pour le TGD, on peut le reprendre et le donner 15 jours après, à nouveau. C'est pas... Suivant la durée de l'interdiction de contact. Et pour le ressort judiciaire de Lorient, on a 14 TGD au total. Et actuellement, il nous en reste 6 en stock, entre guillemets. Qui sont mutualisables entre les deux juridictions. C'est-à-dire que quand tous les TGD sont distribués dans un ressort, on peut aller demander s'il vous plaît, Madame Giraudot, vous pourriez me prêter un téléphone? Et elle dit oui, systématiquement. Est-ce qu'il y a une dernière question ou c'est bon? C'était très clair. Ah, non, c'était pas clair alors. Une dernière question. Désolée. J'entends votre remarque tout à l'heure comme quoi le SPIP ne doit pas être au courant qu'il y a un TGD. Et donner l'information. Ne pas donner, mais on l'a rarement en fait. Mes collègues peuvent confirmer. Alors tant mieux, et en même temps, je me dis, est-ce que ça pourrait pas aussi être un élément d'évaluation dans la dangerosité, évaluer aussi la situation, le rapport de couple? J'ai pas de réponse, c'est un questionnement. Non, parce que alors. En fait, ce qui fait très peur d'ailleurs au parquet ou aux magistrats, c'est souvent les avocats des victimes qui, devant le JAF, viennent plaider « Madame a un TGD, donc monsieur, et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire ». Voilà. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment, vraiment rester secret, comme je dis, pour éviter que l'auteur n'adopte certaines stratégies pour atteindre la victime tout en sachant qu'elle a un téléphone. Après, pour faire le suivi de victimes qui sont porteuses du TGD, j'ai été contactée moi par le SPIP un autre département qui ont eu l'information, je ne sais comment, du TGD. Mais par contre là c'était intéressant parce que c'était vraiment un travail. Merci de me signaler si madame vous dit qu'il y a des prises de contact, des dangers. Et c'est vrai qu'on a pu le faire. Enfin moi j'ai pu signaler une situation où il y avait une audience JAF justement, et en fait l'auteur est venu avec toute sa famille pour attendre madame à la sortie du tribunal et puis était un peu là pour en découdre. J'ai pu du coup prévenir le SPIP, c'était dans le 93, et le SPIP a tout de suite prévenu le JAP et il y a eu un rappel des obligations. Donc c'est vrai que ça serait intéressant peut-être de travailler quelque chose, mais il y a aussi des victimes qui nous disent oui, le SPIP communique beaucoup d'informations à l'auteur. Alors, je ne dis pas que c'est le SPIP 56. C'est plutôt l'auteur. Il ne faut pas que l'information aille vers l'auteur. C'est surtout ça, ouais. Mais être en relation avec le SPIP, oui. Est-ce qu'on peut envisager un canal d'information vous mettre dans la boucle? Oui, pourquoi pas. Il faudrait discuter. Je comprends le point. Ça peut être quand même assez éclairant sur le positionnement de la victime par rapport à l'auteur, information qu'on n'a pas forcément. Si elle demande un TGD, c'est qu'elle se sent en danger, donc c'est que l'auteur... enfin voilà. Au niveau de secret professionnel, on
on partage le même, hein, donc moi je vois aucune difficulté sur cet échange-là, au contraire, de la même manière que quand vos services nous signalent une situation à risque, en fait, qui déclenche une évaluation. Ça marche dans les deux sens. Moi, j'y vois pas du tout de difficulté. Je trouve ça plutôt logique, en fait. Hein. Mais moi je le disais parce que c'est arrivé. C'est arrivé que voilà, c'est déjà arrivé que l'information, mais je pense que c'était pas, enfin voilà, peut-être que la conseillère ou le conseiller ne voyait pas le mal, mais c'est arrivé. On a eu cette information-là, donc que l'auteur avait eu connaissance par sa conseillère SPIB du TGD. Voilà. Formation, information. Oui, information, c'est pour ça que j'insiste bien sur ce point-là, c'est tout. Hein, La formation, en tout cas, dans nos services liés au TGD et au bar, ça pêche énormément, alors qu'on est censé être source de propositions. Et en plus, quand une personne a un bar, on peut être amené à le suivre, puisque ça peut être une obligation de sursis probatoire. Donc au final, on est confronté à toutes les difficultés du bar, sans les avoir bien appréhendées en amont. Donc ça nous met, nous aussi, en difficulté. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail d'information à faire sur le sujet. Connu et appréhendé en fait dans toutes ces dimensions. Hein. Je pense qu'on peut le dire, et on n'a pas suffisamment de cas pratiques non plus pour s'exercer. Hein. C'est cette difficulté-là aussi. Mais on est preneur d'échanges. Hein. Il y a vraiment. Bon, bah, merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup.